Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, on y va. Aziz Seni avec nous. Salut Aziz. Donc, patron fondateur de BIMO, location de bureaux de moins de 3000 m² dans les banlieues. Oui, c'est de la récupération de locaux, en fait. On a créé ça, un petit fonds, une société d'investissement immobilier il y a quelques années, que j'ai structuré sous forme de fonds, que j'essaie de structurer sous forme de fonds. On investit dans des surfaces de moins de 3000 m², on achète, on cloisonne et on essaye... Mais pourquoi dans les banlieues? C'est dans les zones prioritaires, les fameuses QPV, zones prioritaires, Jolie, Cergy, QPV. Et l'idée, c'est de proposer des surfaces de bureaux à des entrepreneurs, soit qui sont déjà en banlieue et qui veulent une surface plus grande, soit des entreprises qui aujourd'hui ont décidé de quitter les grandes villes pour aller s'installer là pour des raisons de bassin d'emploi, de disponibilité de foncier, etc. Donc voilà, on s'inscrit. C'est intéressant. Personne ne veut aller investir. Quand tu parles immobilier, tu n'imagines pas l'investisseur lambda aller investir dans des bureaux en banlieue. Et ben nous, on prend le pari que ça peut marcher. Ça marche. On a un portefeuille qui fait entre 12 et 14% de rentabilité locative. Ça marche super. Un taux de recouvrement qui avoisine 95%. Donc on est content. Et on vient de boucler une petite levée de fonds pour accélérer cette histoire. Mais je communique très peu dessus. Ah, je suis désolé. Fallait pas en parler. si, on peut en parler. On peut en parler. Non, mais on va pas en faire une heure. Mais il se trouve que on discute ensemble depuis un bon moment. Moi, c'était émeute de Garges-les-Gonesse 95. Ça ne nous rajeunit pas. Que j'avais commencé à suivre ça très très près. Je crois que tous les dispositifs étatiques possibles ont été essayés pour essayer de... Alors, c'est pas accompagnement des jeunes, etc., machin, faire des terrains de basket. Non, mais essayer de dynamiser le tissu économique et social, ce qui est... Je crois qu'on est d'accord là-dessus, enfin on sera d'accord tous les quatre, on est libéraux, ce qui est la clé de tout, finalement. À partir du moment où tu as du boulot, c'est la clé de tout. Aux mots sociaux, il faut des réponses économiques d'abord. Il y a le levier éducatif, mais il est à moyen et à long terme. Absolument. Tout de suite maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser d'un point de vue économique, aider les boîtes qui sont installées. C'est ce qu'on fait avec Quartier d'affaires sur le MEDEF. Comment on aide les entreprises qui sont déjà là, qui ont 5, 10 ans, qui sont des TPE, des PME. Comment on les aide à passer un stade, comment on les aide à grandir. Et grandir, ça veut dire toutes les bonnes conséquences que ça peut avoir pour le territoire, pour l'entrepreneur, pour ses équipes. Mais si tu en fais un business, tu vois, ça c'est la bonne arme. À chaque fois, on était d'accord là-dessus. On était là. C'est pas l'air du temps, mais avec le fonds immobilier, c'est ce qu'on a 100% privé, pas d'argent public, et on y va avec nos petits moyens et on va essayer d'amener notre pierre à l'édifice. On en avait peut-être déjà parlé ensemble. Enfin, je sais pas si tu veux en parler d'ailleurs, parce que le climat est pas propice à ça malheureusement. Mais je me souviens, tu m'avais impressionné quand tu m'avais dit qu'en fait, il fallait investir sur le business communautaire pour le sortir justement de l'emprise de ceux qui veulent en faire une arme de division. Au cœur de la nation. Voilà. C'est un sujet sécurité, mais si tu veux... Ouais, mais c'était brillant. Tout ce qui est boucherie halal, etc. Il y a des forces qui veulent en faire un facteur de division dans notre pays, au cœur de la nation. Et en fait, seul le business pourra en faire un facteur de melting pot, d'assimilation. C'est la différence que je fais entre... utilisation du levier économique comme levier communautaire et ce qu'on appelle la segmentation marketing. Donc, tu as effectivement des forces occultes dans ces quartiers qui vivent là-dessus, qui utilisent ces business pour financer des tas de choses qui sont pas morales, pas éthiques, pas légales. Et donc ça, moi, je suis vraiment contre. De l'autre côté, quand tu as des grandes enseignes qui font de la segmentation marketing, qui essayent d'adresser un besoin à toute la clientèle, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, quel que soit son revenu, je trouve que c'est plus sain. Ça dédiabolise le truc. Exactement. Il faut le sortir de cette case dans laquelle on l'a mis. Moi, je suis ouvert à tout, je suis comme vous, libéral. Donc, il y a un besoin, on y répond et on y répond de la manière la plus efficace possible. Non, mais super intéressant. Nicolas Doucerin, le patron de Valumène, c'est ça, Nicolas, management de transition, et puis Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Salut Denis. Donc, bonjour. Aziz, c'est toi qui m'as dit qu'il faut parler du classement des entreprises préférées des Français. Donc allons-y, je vous donne, vous l'avez peut-être vu, donc classement publié par le JDD, fait par le cabinet Eight Advisory, c'est un truc très sérieux, Eight Advisory, c'est pas, voilà. Donc on peut penser alors sur un certain nombre de critères. Autant marketing que valeur dégagée par l'entreprise et puis culture interne, ressources RH, on va dire ça comme ça. Donc 1 Décathlon, 2 Peugeot, 3 Leclerc,
Tu veux que j'aille jusqu'où dans le classement? Leroy Merlin, Yves Rocher, C'est jusqu'à la 19e qui m'a fait tomber de ma EDF. chaise. Pourquoi j'ai pas été jusque-là. Je me suis arrêté à Doctolib, moi, qui gagne 32 places, mais on en parlait hier. Ouais. 19e, c'est SNCF, c'est ça, C'est SNCF, j'ai halluciné. Mais pourquoi tu pensais qu'elle était plus aimée que ça, la SNCF? Il y a au moins un mois, 20 à 30 jours de grève par an, des banlieusards qui tous les jours ont des trains qui sont supprimés, etc. On a une variation de prix, faut revenir sur la variation de prix pendant cette période de Covid, des trains qui sont jamais en retard et quand on fait jamais à l'heure et qui quand on fait la comparaison des retards avec l'Allemagne ou au plus loin les Japonais, on hallucine. Donc moi j'étais très très surpris. Je trouve Tu pensais qu'elle aurait dû être laminée, en fait? j'ai trouvé les Français pas rancuniers. Ouais. C'est pas qu'ils sont pas rancuniers, ou alors peut-être qu'ils ont conscience que finalement les gars qui sont au cœur de ce système, tiens d'ailleurs Bénédicte Tilloy qui est l'ancienne patronne du Transilien, maintenant elle en est sortie et elle est entrepreneuse, elle sera avec nous demain, donc je lui poserai la question si tu veux. Je pense que quand on est dans ces trains, on a tous conscience que les gars qui font fonctionner la SNCF font le max, font le maximum. Écoute, on est en pleine grève, je ne sais pas s'ils font le max, mais en tout cas, quand il s'agit d'emmerder le gars qui va bosser ou les entrepreneurs qui arrivent de province, je peux te dire que l'effet, il est max. Hein. Et toi, t'es catégorique. Ah oui, je suis assez dur. T'es dur avec eux. Je suis assez dur. Ouais, vous avez remarqué un point quand même, messieurs. Alors, vas-y, sur le classement, là. Il n'y a pas de banque. Juste le Crédit Agricole, je crois en 46e position, mais il n'y a pas une seule banque française dans le classement. D'accord. Or, les banques ont quand même été au cœur du système dans cette dernière crise, que ce soit d'ailleurs au niveau des entreprises et au niveau des particuliers par facilité, et c'est flagrant, il n'y a aucune banque française, en dehors du Crédit Agricole, je crois qu'il est 46e dans le classement, mais ça m'a surpris aussi. Il y a beaucoup de distribution. Oui. Alors, juste sur la banque, tu sais, c'est un adage de banquier, c'est ce qu'ils disent. Les gens n'aiment pas la banque, mais ils aiment leur banque. Donc c'était là, c'est-à-dire, jamais tu vas désigner en fait la banque dans laquelle tu n'es pas comme ton entreprise favorite, même si en fait, parce que le taux de rotation bancaire est très faible, tu as un certain attachement, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, tu as un certain attachement à ta banque. Bon, ça ne doit pas être moi, mais parce que je trouve que ce monde a terriblement vieilli. Je parle des banques traditionnelles de détail. Enfin voilà, Même pour toi, entrepreneur, aujourd'hui, là, tu trouves qu'elles font mal leur job? Elles font pas leur job. Je vais prendre juste un exemple très concret. J'avais un excédent de trésorerie d'un peu plus de 140 000 euros. Ça a été placé en obligation il y a exactement 1 an et demi. Je suis pas le nez dessus parce que ça fluctue pas beaucoup compte tenu des taux. C'est pas Denis qui va me dire le contraire. Et là, sur mes 150 000 euros, c'était évalué à 142 850 euros. Donc j'ai quand même appelé ma banque après 1 an et demi en disant écoutez, je m'étonne parce que non seulement ça rapporte rien, mais c'est pire que ça, c'est que je détruis la valeur. Non mais il me dit mais est-ce que mon banquier, vous trouvez normal de laisser vos clients pendant 1 an et demi, enfin vous pouvez pas attirer l'œil en disant à vos clients mais il n'a pas le choix. Tu peux pas mettre de la trésorerie en risque. Ah mais je parle pas de mettre trésorerie en risque. Alors, si tu la mets en obligation, oui, c'est des rendements négatifs. Il m'a dit, monsieur Doucerin, vous avez bien fait de m'appeler, vous avez raison, on vend les obligations et vous le laissez sur le compte courant de la boîte. Voilà ce qu'on me répond. Mais par contre, tous les mois, je reçois des offres pour l'assurance flotte de mes véhicules, assurer le Nicolas, tu sais, Nicolas, il te fait... Non, Nicolas, attends, pardon. Il te fait un cadeau en disant ça, le gars. Oui. Parce que, non, mais tu sais ce qui se passe s'il le laisse sur le compte courant. C'est la banque qui va devoir payer à la Banque Centrale Européenne un intérêt sur les 150 000 euros de Nicolas Doucerin. Mais moi, je suis client, c'est pas... moi, je suis client. Je ne paye pas à ma banque pour détruire de la valeur. Moi, je suis banquier. J'ai aujourd'hui un mal fou à aller chercher du revenu. Eh ben, le client qui est pas trop regardant sur la façon dont on va gérer sa trésorerie, avant de l'appeler, je vais attendre qu'il m'appelle. Voilà. Et je vais pas forcément en vouloir au banquier sur cette histoire-là. Je pense que dans la relation client et dans la gestion sur le moyen et long terme, je pense que c'est pas une bonne décision. Moi, j'appellerai plutôt mon client. J'essaierai de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de l'excédent de trésorerie, quelles sont les perspectives de croissance et de développement à 3-5 ans, comment est-ce qu'on peut accompagner... Mais là, il fait ton boulot, là, il vient du manager de transition. Mais non, mais je dis juste qu'à un moment donné, j'aimerais bien que les banques fassent leur job de banquier et pas me vendent des produits d'assurance, des produits complémentaires, parce que voilà, il y a un moment donné, ce qu'on demande quand même à une banque, c'est de bien gérer l'argent de ses clients, c'est tout. Donc je suis pas très étonné du classement d'ailleurs sur le sujet, et j'ajoute un point, puisque je suis dans les ressources humaines, je rappelle qu'il y a 20 ans, tous les jeunes
sortis des grandes écoles, ne rêvaient que d'une chose quasiment, c'est de rentrer dans les grandes banques. Ils ont exactement le même problème 20 ans après. Il n'y a plus un jeune qui veut rentrer dans le système bancaire aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il y a une corrélation. Il n'y a plus un jeune qui veut rentrer dans une grande entreprise d'une manière générale. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Denis, il y avait deux choses qui m'ont frappé dans ce classement. C'est effectivement la primauté à la grande distribution. Et puis, il n'y a pas vraiment un acteur de la transition énergétique. On aura pu attendre. Ça, je te le confirme. En fait, on a quand même un peu la... Si, Yves Rocher, le acteur de transition Yves Rocher. Oui, mais jusqu'à présent, enfin, ils sortent quand même pas... EDF, dis donc. Ouais, EDF est un acteur de la transition énergétique. Alors, tu peux pas... c'est effectivement ce qui est vendu par EDF comme idée. Mais est-ce qu'il transforme sa manière de produire jusqu'à présent peut-être qu'on va ils n'ont pas besoin, ils sont les champions du monde de l'électricité décarbonée. Avec une petite manip dont il faudra qu'on parle un jour d'ailleurs, parce que leur pub à 98% d'électricité décarbonée, elle est quand même limite. Mais bon. Tout à fait. Voilà, c'était surtout cet aspect-là, et puis je suis d'accord avec ce qu'évoquait Nicolas, hein, c'est qu'effectivement, les banques n'y sont pas, et ça, c'est un sacré changement dans le paysage. C'est un changement d'autant plus que le Decathlon, Leclerc, Chanel, Peugeot, Vuitton, enfin, il y a quand même quelques points communs. J'ai le sentiment que c'est des entreprises qui ont un impact sur le quotidien des gens. Le sport, c'est plutôt positif. Alors, Vuitton, l'équipement. Alors, sur Vuitton, sur le quotidien des entrepreneurs qui ont réussi. Sur Vuitton, c'est plutôt l'image. C'est plutôt l'image de la France à l'international qui me semble être valorisée avec Chanel, etc. C'est plutôt la bonne image de la France, la bonne image, le Made by France, le côté luxe, etc. Ça a toujours été le cas. Et sur Leclerc aussi, parce que Leclerc chantre du pouvoir d'achat, baisser les prix, etc. Non, mais c'est le pouvoir d'achat, donc c'est intéressant de voir que les Français sont vraiment inscrits dans leur quotidien, dans cette expression-là, dans leur quotidien, de ce qui les fait bouger au quotidien. Donc le sport, payer moins cher. Ce qui me frappe quand même, c'est que Decathlon, Peugeot, Leclerc, c'est made in China. Hein. C'est-à-dire l'idée, la relocalisation, le made in France, le truc. Peugeot, l'obsession de Tavares et de Stellantis, c'est de se dénationaliser au maximum. Peugeot était très fabriqué en France et fait marché européen. Et donc toute sa stratégie, ça a été d'essayer de sortir un petit peu de production pour retrouver de la compétitivité et puis surtout d'ouvrir les marchés. Donc c'est toute la stratégie Stellantis de s'ouvrir les États-Unis. Decathlon, donc c'est massivement du Made in China. Et Leclerc, tu peux pas faire la bataille du pouvoir d'achat et pas tordre le bras d'un certain nombre de fournisseurs, quoi. Donc, moi, c'est ça qui m'a frappé quand même. Voilà. C'est vrai, mais on retient une chose, c'est que ce sont globalement des marques populaires qui communiquent beaucoup, qui sont innovantes dans leur cœur business et qui touchent un public finalement assez large. Et qui ont un mode de management particulier, la qualité de vie au travail, les gens qui veulent aller ou qui aimeraient aller travailler, chez les jeunes, Decathlon. Mais Decathlon, c'est une entreprise à part, je suis tout à fait d'accord. Chez Peugeot, Peugeot, Leclerc, tu crois qu'il y a des qualités de vie particulières? Non, pas particulièrement. Chez Vuitton et chez Chanel, peut-être un peu plus. Tu retrouves derrière avec Leroy Merlin qui est groupe Mullier aussi, hein, donc tu retrouves à peu près les mêmes. Chez Decathlon, c'est quelque chose effectivement de très fort, de très particulier. Les gars s'appellent eux-mêmes d'ailleurs des décathloniens. Enfin bon, c'est. Non, c'est une vraie communauté d'entreprise. Superbe boîte. Bon, on a tout dit. Danone, L'Oréal. L'Oréal quand même, il reste L'Oréal quoi, hein, qui reste le grand fleuron du marketing. Et puis quand même, parce qu'on en disait un mot hier, mais Doctolib, donc qui gagne 32 places. Bon, mais ça, c'est lié au contexte. Oui, c'est lié au contexte, mais c'est un bon outil. Mais la plateforme est géniale. Moi, j'insistais hier sur le contraste entre tu as vu se lever dans des tribunes de presse, à la télévision, les inquiétudes sur, mon Dieu, le secteur privé est en train de faire une OPA sur les données de santé, etc. Les Français s'en foutent total, quoi. Voilà, ça marche. On en revient toujours à une chose, c'est un service client. C'est rapide. Tu prends ton smartphone, tu te connectes, tu appelles ton médecin, tu prends rendez-vous immédiatement, c'est simple, tu es relancé, tu reçois ton SMS, tu es relancé 24 heures avant ton rendez-vous, service client. Et puis ça devient des outils du quotidien, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui a Doctolib sur son smartphone, ça fait partie. Le médecin de famille, celui avec qui tu as la relation, etc., l'intermédiaire, c'est Doctolib aujourd'hui, donc c'est comme tu vas le voir. De parking, c'est pareil. Bon, mais c'est la French Tech, quoi. C'est la French Tech. Mais voilà, il faut un moment, hurrah pour la France, disait le général de Gaulle après les essais nucléaires dans le désert algérien, et ben hurrah pour la France.
avec Doctolib. Nicolas Doucerin, tu voulais parler, toi, parce que c'est ce que tu vis dans le quotidien de ton job, des tensions autour des salaires. Oui, alors il y a une vraie tension autour des salaires aujourd'hui. On a fait une petite étude auprès de nos managers de transition DRH, qui, comme vous le savez, on arrive en fin d'année, les grandes vacances sont terminées, c'est la reprise, on rentre dans ce qu'on appelle les NAO, négociations annuelles obligatoires sur les salaires, négociations avec les syndicats, la reprise en entreprise, parce qu'il y a beaucoup de télétravail avec des entreprises qui ont pris un certain nombre de dispositions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une tension très forte sur les salaires et qui, en plus de ça, est accentuée par le politique, puisqu'on est à 6 mois de la présidentielle et qu'à peu près tous les candidats parlent de hausse du pouvoir d'achat, du hausse des salaires avec les déclarations des uns et des autres. Donc tout ça est assez confusant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, ce qu'on remarque au niveau des DRH que j'ai interrogés, il y a plusieurs choses. Le premier élément, c'est qu'il commence à y avoir des tensions entre les salariés qui continuent et qui font acte de présence dans les entreprises et ceux qui, au contraire, freinent pour ne pas revenir et rester massivement en télétravail. Et on sent, au niveau des DRH, que ça crée des tensions en interne parce que l'acte de présence, notamment auprès des managers, signifie qu'on est plus proche d'eux. Et à la veille des négociations, des entretiens annuels d'évaluation, tout ça crée des disparités qu'on n'avait pas précédemment, qu'on n'avait pas dans les entreprises. Et tout ça est en train de créer des tensions qui ne sont pas toujours saines dans les entreprises et qui provoquent un certain nombre de bouleversements. Donc sur les salaires... En gros, le gars qui va au boulot tous les jours ou on va dire 4 jours par semaine, c'est un faillot, quoi. Alors, ça peut pour être les autres, comme ça. Pour les autres, ça va être perçu comme ça. Et à l'inverse, ceux qui font acte de présence et qui soutiennent, par exemple, le fait de construire une culture d'entreprise. Les questions qui se posent aujourd'hui dans ces groupes-là, c'est comment est-ce qu'on va construire la culture d'entreprise de demain. Alors, on parlait tout à l'heure de Decathlon. Pas de problème, parce qu'un Decathlon, 90% des salariés, ils sont dans des magasins, ils font acte de présence, il n'y a pas de télétravail. Donc, il n'y a pas de problème de culture d'entreprise. Mais comment vous faites dans des entreprises où aujourd'hui, on a pris les décisions de mettre 2 jours, 3 jours en télétravail chaque semaine? Vous enlevez les congés, vous enlevez les arrêts de maladie, vous enlevez les formations obligatoires, les déplacements. L'acte de présence, la culture, comment vous construisez votre culture d'entreprise dans les 2 ans, les 5 ans et les 10 ans qui viennent. Et donc, il y a des changements. Certaines entreprises sont fortement impactées, d'autres le sont moins. Et c'est vrai que là-dessus, il y a des enjeux majeurs dans l'organisation et le management dans les mois et les années qui viennent. Effectivement, c'est intéressant de voir si c'est en fait c'est le moment des NAO qui précipite un peu ces questions. Et on voit bien que ce que tu évoques va bien au-delà de là où on ramène toujours les NAO, à savoir simplement la négociation salariale. Les tensions qui se manifestent au sein de l'entreprise vont bien au-delà de cette seule rémunération. C'est aussi des tensions... Ouais, mais enfin, ça va être ça le sujet quand même. Oui, c'est ça le sujet pour cristalliser, mais ça ne doit pas faire passer par-dessus le bastingage tous les enjeux d'organisation et de la manière dont tu vas ancrer l'organisation dans le rapport entre salariés, parce qu'effectivement, sinon on va très rapidement avoir le sentiment d'avoir d'un côté les jaunes, ceux que tu as appelés les faillots, et puis d'autres, ceux qui Alors le terme techno, là, mais j'en ai parlé déjà la semaine dernière, c'est le biais de proximité. Ils appellent ça, LinkedIn appelle ça le biais de proximité. Entre celui qui y va, celui qui y va pas, quoi. Entre le faillot et le biais de proximité. C'est l'habillage. Mais derrière les NAO et sur les évolutions salariales, il y a aussi un point qui me paraît quand même très important sur ce qui se joue à l'intérieur des entreprises, c'est le comportement dans le rapport à l'emploi. Est-ce qu'on a ou pas, comme aux États-Unis, une accélération des démissions? Pour l'instant, on n'en voit pas en France. En tout cas, les derniers chiffres que l'on connaît, c'est le 2e trimestre. Donc ça fait déjà un petit peu ancien. Mais au 2e trimestre, on n'avait pas d'accélération des démissions. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aux démissions? C'est parce qu'on se rend compte que la meilleure manière d'avoir une augmentation de salaire, c'est en réalité de changer de job. Ouais. Aux États-Unis, c'est tout à fait spectaculaire. Le taux de démission actuellement, il est à 3,4%. En moyenne, il est à 2,5%. Donc là, on a 1 point de taux de démission en plus, c'est énorme. C'est énorme. C'est 3,5, ça veut dire que c'est 3,4% des salariés qui changent chaque mois d'emploi, parce qu'ils démissionnent. Et qu'est-ce que l'on voit en termes d'évolution salariale? Eh bien, l'évolution des salaires de ceux qui ont changé de job, c'est plus 5,5% sur les 3 derniers mois. Ceux qui n'ont pas changé de job, c'est plus 3,5%. Donc, il y a vraiment un écart qui est en train de se créer. Donc, il y a peut-être que ces tensions autour de l'organisation du télétravail va être un facteur d'accélération des démissions, parce que le télétravail est désormais de plus en plus un objet de l'insertion dans l'entreprise. Je veux juste préciser un truc, c'est que c'est un bouleversement complet, ce que tu viens de nous décrire, Denis, parce que j'avais travaillé avec l'APEC, moi, il y a une dizaine d'années,
Et l'APEC, en fait, portait, donc Association pour l'emploi des cadres, portait le discours qui était de dire « Vous pensez tous que c'est en démissionnant que vous allez pouvoir augmenter votre salaire. Or, en fait, non. C'est en restant dans la même entreprise, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça, que vous allez pouvoir augmenter votre salaire. » Donc là, et sans doute dû à la crise des recrutements, tu es sur un bouleversement très, très important de la gestion des carrières. Ça aurait été intéressant de voir à quel moment l'APEC précisément faisait cette enquête. Il y a 10 ans. Quelle était la tension sur le recrutement à ce moment-là? Oui, c'est ça. Il y a entre 15 ans, on va dire, il y a 10 ans, et ça existait depuis un bon moment. C'était vraiment quelque chose qu'il présentait comme ancré dans la gestion de carrière des cadres. Voilà. Sur ce point des recrutements, nous allons sortir demain avec l'enquête que l'on fait chaque trimestre avec BPI France auprès de 600 PME et TPE. Et on les a interrogés cette fois-ci sur les difficultés de recrutement et quelles solutions les entreprises mettent en place face à ces difficultés de recrutement. Et on a une augmentation de la proportion d'entreprises qui déclarent désormais augmenter les salaires, quand bien même le salaire n'est pas le premier facteur de difficulté de recrutement, mais il y en a plus de 26% désormais qui déclarent anticiper d'augmenter les salaires pour répondre à ces difficultés de recrutement. Que ce soit pour figer la main-d'œuvre, et là on retrouve un peu le comportement APEC, ou pour augmenter ses chances d'avoir des salariés. Moi, ce que je trouve génial dans cette période, en fait, c'est qu'on est en train de passer d'une situation à une autre. Il y a une ère de transition en matière de management. Comment tu impliques tes gars quand ils sont connectés chez eux, à distance? Comment tu gardes ou tu entretiens ou tu crées une culture d'entreprise? Comment tu les mobilises et tu les impliques davantage ou autant, voire plus, que s'ils étaient dans le bureau? Je trouve ça exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire preuve d'innovation, il va falloir faire preuve de créativité, d'agilité et de créer des choses, de créer des modes d'emploi et des actions qui n'existent peut-être pas encore ou qui ont été expérimentées, je ne les connais pas encore, mais qu'on va voir se développer. Je trouve ça toujours intéressant d'être au cœur d'une transition, parce qu'il y a l'avant, il y a l'après, et on est sur la vague, on est en train de voir les choses changer. Moi, je trouve ça... C'est génial. Ça génère des inquiétudes, bien sûr, mais moi, je trouve ça intéressant. Nicolas. J'étais avec un restaurateur récemment, un qui râlait et un autre qui a mis en place une nouvelle organisation. Celui qui râlait me dit « c'est lamentable aujourd'hui, on a repris le boulot, on a quasiment 150 à 200 000 postes qu'on n'arrive plus à pourvoir, on est passé, aujourd'hui je manque de monde ». Je leur ai dit « mais est-ce que vous avez imaginé un instant vous remettre en cause, vous transformer ?» Il me dit « pourquoi ?» J'ai regardé les conditions de travail. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Vous avez un certain nombre de Français, on s'est retrouvés chez nous confinés. Ils ont découvert qu'on pouvait passer du temps avec les enfants, avec son conjoint, voilà, dans un contexte très particulier. Bon, aujourd'hui, vous essayez d'appliquer exactement les mêmes méthodes de recrutement que vous faites depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, en demandant de travailler du lundi au vendredi, en venant tôt le matin, terminant tard le soir, en faisant des week-ends, en permanence. Ils vous disent non, mais changez votre organisation. Prenez des salariés qui travaillent du lundi au mercredi, vous mettez juste 2 contraintes par semaine et pas 5 sur la semaine, vous faites un week-end par mois et vous faites un système de rotation. La technologie t'aide en plus là-dessus. Je sens que Nicolas va ouvrir un restaurant bientôt. Non. Adaptez-vous, arrêtez de vivre avec l'ancien système. Et c'est là où je partage complètement, on vit une transition exceptionnelle dans l'organisation du travail, dans le management du travail, d'autant plus qu'il y a un sujet qui est beaucoup plus difficile à maîtriser et à gérer au quotidien pour nos managers, nos DRH et les dirigeants, c'est la perception que l'on a. C'est sûr, quand on a un collaborateur qui avant était présent et qu'aujourd'hui il est 2 jours, 3 jours, 4 jours en télétravail, il y a toujours cette petite cotation, cette suspicion de savoir est-ce que réellement il travaille, est-ce qu'il n'est pas sur en plus avec les réseaux sociaux, on voit pas mal de choses, et donc derrière... ça va piloter, ça va manager plus à l'objectif et au résultat. Bien sûr. Enfin, fais-le en 2 heures ou fais-le en 4 heures, peu importe. Fais-le en pyjama ou en costume, pourvu que le résultat soit là. C'est ça qui est passionnant. On vit une transformation exceptionnelle. Il ne faut pas avoir peur de cette transformation. Il faut au contraire l'affronter, changer, tester, mesurer ce qui fonctionne, mesurer ce qui ne fonctionne pas et faire évoluer la société. C'est un peu comme si on passait en réalité de contrats sur des postes à des contrats qui sont de plus en plus des contrats de mission. C'est vraiment le thème. Vous comprenez pourquoi le management de transition explose en ce moment et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes.
À cela, il faudra rajouter... une petite page publicitaire. Non, on est ravis. Il est entrepreneur, il a raison. Moi, je suis pour. Non, mais bien sûr. Et puis il y a cette question de confiance qui va être très importante. Voilà, ce que tu dis, manager à l'objectif. Tous les DRH avec lesquels je parle me disent manager à la confiance. C'est compliqué, parce qu'il y a notamment une grande phrase, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ce que j'allais te répondre. Eh ben non, mon pote. J'ai été convaincu de ça. Soit tu fais confiance, soit tu contrôles. Ah non. Alors ça veut dire tu que fais les deux. confiance. Ah bah non. Non. Là-dessus, je suis convaincu. Tu peux faire confiance, mais trahir une confiance, il y a deux façons. Tu fais pas confiance. Mais tout le monde peut se tromper. C'est dans la définition du dictionnaire. Tout le monde. Je ne sais pas ce que dit le dictionnaire. En tout cas, je sais ce que dit Aziz Seni. Je vais parler de moi à la troisième. Je pense qu'on peut donner la confiance, mais il faut la contrôler de temps en temps. Pas de la confiance. Alors moi personnellement, je n'ai jamais contrôlé ni mes collaborateurs dans mon cabinet actuel, ni avant. Je suis exactement sous cet angle-là, c'est-à-dire que je construis la confiance. Par contre, ce que j'ai toujours fait, c'est quand je sens, ça arrive parfois, qu'il y a des abus, parce que ça se mesure et ça se voit. Là, par contre, il faut savoir être ferme et prendre les mesures qui s'imposent de sanctions, de convocation devant un collaborateur en disant « Écoute, là, t'es gentil, quand je t'appelle... » que j'ai pas de réponse avant 8 heures, que ta messagerie est pleine, que c'est pas traité et que ça va au détriment de la qualité du service client, tu me l'as fait une fois, 2 fois, mais il faut changer. Voilà. Mais l'UMIH, donc pour aller dans ton sens, l'UMIH quand même va entamer des négociations salariales. Donc, le syndicat de l'hôtellerie-restauration, il démarre la négo avec une proposition de hausse de salaire de 9% quand même. C'est le démarrage de la négo. 9% de proposition de hausse de salaire. Donc, il va se passer quelque chose. Et il va se passer quelque chose. Ton steak frites, tu vas le payer plus cher. Voilà ce qui va se passer. Oui. On va se la faire courte. Mais pour l'instant, il faut que tu ailles le chercher en cuisine. Si tu veux, donc, pour l'instant, il est livré. Il est aussi livré. Oui, mais s'il est livré, tu le payes plus cher. Oui. Non, mais Stéphane vient juste de dévoiler le nouveau modèle économique des restaurants. Non, tu vas juste aller chercher, tu vas t'installer à ta table. J'ai discuté récemment avec Yannick Aleno. Alors, il peut se le permettre, c'est Yannick Aleno, évidemment. Mais les gars ont mis en place, parce que la technologie te le permet aujourd'hui, un agenda partagé entre toutes les brigades. Et donc, en fait, ce que tu viens de décrire comme mécanisme de partager les week-ends, d'éviter, parce que tout le monde est conscient qu'une jeune femme qui sort du restaurant à minuit, qui doit rentrer chez elle, c'est plus compliqué à gérer. Donc, essayer de gérer tout ça en communauté, l'ensemble de la force de travail, et la technologie aujourd'hui permet ces avancées. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.